Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, le premier topo sur cette thématique, ça va être de donner quelques informations sur les anomalies coronaires et particulièrement sur celles qui sont définies à risque. Je n'ai pas le lien. Alors, vous savez que pour les anomalies coronaires dites congénitales, ça peut concerner la connexion proximale, ça peut concerner le trajet, ce qu'on appelle les pompes myocardiques ou les trajets intramyocardiques, et puis les connexions distales, ce qu'on appelle les fistules coronaires. Et aujourd'hui, bien entendu, je vais me consacrer essentiellement aux connexions proximales. Alors, quels sont les risques d'abord? Alors, ce qui est rapporté, ce qui est bien connu, ce qui souvent étiquette les patients, ce qui peut poser des problèmes de gestion, en particulier chez les jeunes sportifs, c'est la mort subite. Alors, initialement, ça vient en fait de séries autopsiques. À l'époque où on avait peu d'autres moyens d'identifier la mort subite et surtout de la récupérer. Et aujourd'hui, en fait, on a de plus en plus de dossiers avec des cas heureusement récupérés. Ici, c'est le cas d'un jeune sportif qui avait refusé la chirurgie, mais qui avait accepté d'avoir un DAI à la suite d'un premier arrêt cardiaque. Et vous voyez sur un effort physique, en fait, la fibrillation ventriculaire, heureusement un choc qui a permis de restaurer un rythme sinusal. Donc la mort subite, bien entendu, c'est un critère très fort et qui interpelle tout le monde. Il ne faut pas oublier également, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des risques, mais on pourrait avoir des patients qui ont des symptômes d'allure ischémique, l'angor et surtout la syncope et l'après-syncope. Méfiez-vous, chez le jeune, c'est aussi fréquent quand il y a des symptômes que l'angor. Et puis bien entendu, l'ischémie myocardique classique avec imagerie que vous connaissez tous. Alors je vous ai dit qu'il y a de nombreuses formes anatomiques. Ici, je vous ai représenté les principales. La circonflexe, c'est celle, alors bien sûr, c'est des images angiographique, pour montrer un petit peu mieux l'anatomie. La circonflexe qui est la plus fréquente, c'est environ un cas sur 2 parmi toutes les anomalies. La coronaire droite, vous voyez, c'est un cas sur 3, donc ce n'est pas exceptionnel. Vous en avez rencontré, je pense que vous allez en rencontrer de plus en plus. Les troncs communs et les IVA, c'est beaucoup plus rare, à peu près un cas ou 2 cas sur 10 quand on prend 10 anomalies coronaires. Alors vous savez qu'une fois que vous avez identifié une anomalie coronaire, on va caractériser son trajet ectopique parce que c'est ça qui va en fait identifier principalement les formes à risque. Et donc c'est la forme interartérielle qu'il faut bien individualiser, passage entre l'artère pulmonaire et l'aorte. Il y a 2 formes pour lesquelles vous pourrez être rassurant pour le patient, c'est les formes prépulmonaires ou rétro-aortiques. Ici, c'est identifier des 4 formes possibles d'un tronc commun ectopique. Un petit mot pour la forme rétropulmonaire qui est exceptionnellement associée à des risques, mais c'est possible en particulier dans la population jeune ou adolescente. Alors bien entendu, c'est le scanner coronaire aujourd'hui qui est reconnu comme le gold standard pour confirmer l'anomalie et surtout confirmer le trajet. Ici, vous avez 4 images en fait de tronc commun ectopique avec ce trajet prépulmonaire, un trajet rétropulmonaire qui est ici, le trajet interartériel le plus à risque et un trajet rétro-aortique. Alors gardez en tête déjà que quand vous aurez des anomalies coronaires avec un trajet interartériel, soit une coronaire droite, soit une coronaire gauche, bien entendu, il y aura une gestion, une prise en charge particulière à prendre. Un petit mot pour les trajets rétropulmonaires, ça concerne que les formes gauches. La coronaire droite n'est jamais rétropulmonaire. Et effectivement, il y a quelques formes qui ont été rapportées avec une sorte d'hypoplasie, en fait, vous voyez ici du tronc commun par rapport à un tronc commun de calibre normal. Dans le trajet ectopique, vous avez une hypoplasie et qui, éventuellement, peuvent causer de l'ischémie. À ma connaissance, c'est exceptionnel, cependant, d'avoir des morts subites associées. Alors, bien différencier ces 2 formes-là, le trajet interartériel et le trajet rétropulmonaire, méfiez-vous, dans certains comptes rendus en fait, de radiologues qui n'ont pas forcément toujours une très bonne expertise, ils vont pouvoir confondre et ils vont identifier cette forme-là comme un trajet interartériel, forme à risque, inquiétude pour le jeune patient, pour l'entourage, etc. Donc, vérifiez, prenez éventuellement un 2e avis pour être sûr en fait que le trajet est bien interartériel. Il faut revoir le scanner, le relire. Alors pourquoi ce n'est pas les mêmes risques? Vous voyez, dans la forme interartérielle, il y a l'aspect habituel dit un peu comprimé avec la déformation de votre artère, alors que dans le trajet rétropulmonaire, on est bien à distance en fait de l'aorte et de l'artère pulmonaire, on est plutôt derrière l'infundibulum et vous voyez que le diamètre est circulaire comme classiquement.
Alors la forme sans doute que vous allez le plus rencontrer, je vais vous parler des prévalences, c'est l'anochore droite, avec un passage éventuellement intramural aortique. Ce n'est pas systématique, mais c'est quelque chose, vous savez, qu'il faut essayer d'individualiser parce que c'est considéré comme un facteur de risque supplémentaire. Ici, vous avez la forme chirurgicale. Ici, vous avez la commissure gauche-droite. La coronaire gauche est par ici. La coronaire droite, vous voyez à quel endroit elle se situe. Ça, c'est à partir d'images d'IRM, une reconstruction type angioscopie. Ici, vous avez la forme anatomique qui vous montre bien. Ici, vous avez une paroi d'aorte et en fait, la coronaire passe à un moment dans cette paroi d'aorte. C'est ce qu'on appelle un passage intramural aortique. C'est bien identifié par l'imagerie endocoronaire, ce qu'on utilise assez souvent, en particulier chez l'adulte, où vous avez ce passage-là. Vous avez l'aorte qui est ici, l'artère pulmonaire qui est ici, et vous avez à peu près le même aspect au scanner sur cette coupe-là. Alors bien entendu, je vous ai dit que le passage intramural aortique, il n'est pas systématique, donc c'est au scanner on va essayer de différencier la présence ou pas d'un passage intramural aortique. Ici, on sera plutôt évocateur d'un passage intramural aortique, alors que vous voyez ici, le trajet est plus régulier, le rétrécissement vous paraît moins important, en sachant qu'il y a toujours, comme habituellement, des formes intermédiaires où on a du mal à se prononcer, où la place justement de l'échographie endocoronaire va être importante pour classer correctement ce patient. On utilise également des critères anatomiques de sévérité, vous verrez peut-être ça dans les comptes rendus de scanner, avec 4 critères classiques, qui est le degré d'excentricité. C'est quoi en fait? C'est le rapport entre le grand axe et le petit axe à l'endroit où l'artère est entre l'aorte et l'artère pulmonaire. Vous avez l'angle de connexion entre l'aorte et la coronaire. Et puis également, vous pouvez faire des calculs de réduction de diamètre ou de surface et vous prenez comme référence en fait la coronaire à son endroit normal où elle n'est pas dans un trajet ectopique. Alors comment stratifier le risque de mort subite une fois que vous avez fait le diagnostic? C'est ça la grande difficulté. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de score de risque comme vous avez pour certaines cardiopathies comme la CMH par exemple. Néanmoins, il y a quand même quelques paramètres en fait qui doivent vous alerter. La coronaire gauche est certainement plus à risque que la coronaire droite. Si vous avez des patients qui ont des symptomatologies d'allure ischémique, bien entendu, si vous avez une ischémie qui est documentée dans le territoire de la coronaire concernée, également peut-être les 2 choses finalement qu'on retrouve le plus souvent, c'est les jeunes patients qui ont des programmes en fait d'activités sportives très intenses et l'âge également qui est extrêmement important. C'est exceptionnel, c'est possible, ça a été décrit, d'avoir des morts subites après l'âge de 35 ans. Alors pour illustrer la difficulté, c'est le cas clinique d'un patient qu'on a analysé récemment dans notre staff, 43 ans, pas de facteur de risque. C'est un sportif sur des courses de longue distance et il fait ça depuis très très longtemps. Il a fait X marathons, semi-marathons. Il est suivi par un cardiologue qui lui fait régulièrement des tests d'effort qui sont négatifs. Et en octobre 2022, lors d'une course parisienne, il fait l'arrêt cardiaque. Il est pris en charge rapidement, heureusement, comme habituellement sur ce genre de course. Il récupère tout à fait, le rythme est déchoquable. Il récupère sur le plan hémodynamique, il n'a aucune séquelle neurologique. Au bilan étiologique, on lui trouve une anochore droite, vous voyez, ce n'est pas une anochore gauche. Il a eu un avis rythmologique pendant la phase hospitalière, ce qui peut se discuter, ils ont posé l'indication d'un DAI sous-cutané. Et ensuite, bien entendu, on a discuté la correction de l'anomalie coronaire. Et le souhait du patient, c'était de reprendre en fait une activité sportive identique. Il ne comptait pas s'arrêter, il voulait absolument reprendre. Et voilà l'anomalie coronaire droite dans le sinus gauche, avec ce trajet interartériel et cet aspect en fente. Donc pour montrer que chez ce patient-là, en fait, il ne remplissait pas toutes les cases, il y avait simplement le fait qu'il était un sportif de haut niveau et régulier. Pour terminer, je voudrais resituer un petit peu ces anomalies-là. Vous savez qu'ils sont rares, mais qui ne sont pas exceptionnelles. Ici, je vous ai mis en fait toutes les cardiopathies congénitales qui sont identifiées à risque de mort subite. Donc il y a les cardiopathies structurelles, également les syndromes électriques. Et vous voyez qu'en termes de prévalence, tout ça, c'est des estimations. On est quand même avec la coronaire droite, la prévalence la plus élevée. C'est à peu près 3 naissances sur 1000 a priori. C'est plus important, en tout cas en termes de prévalence, sans doute, que les cardiomyopathies hypertrophiques. Alors que la
enfin, la forme gauche est beaucoup plus rare, avec à peu près une prévalence d'à peu près 3 cas sur 10 000. Donc vous voyez ce gradient selon les cardiopathies congénitales. Et si on fait la même classification en fait en tenant compte de l'incidence de mort subite annuelle, vous connaissez bien certainement les principales cardiopathies ou syndromes électriques qui peuvent avoir des incidences à peu près de 1, entre 0,5 et 1% par an. Et vous voyez que l'anacorde gauche, pourtant, qui est considérée comme la plus à risque dans ces formes congénitales, c'est simplement 0,2% par an. Et la coronaire droite, c'est 10 fois moins, 0,02% de risque annuel de mort subite. Vous voyez donc des risques absolus individuels qui sont extrêmement bas par rapport aux autres cardiopathies ou syndromes électriques que vous connaissez, pour lesquels vous allez prendre éventuellement des décisions. Alors bien sûr, cette mort subite, elle est toujours spectaculaire, en particulier si ça se passe à la télévision, chez les sportifs de haut niveau. Et là, j'ai essayé de faire une estimation, donc gardez ça simplement à titre informatif. J'ai aucun élément, bien entendu, parce qu'on n'a pas de cohorte suffisamment importante pour le démontrer. Voilà, j'ai pris la période d'exposition qui paraît la plus importante, entre 15 et 35 ans, chez les sportifs. Il y a à peu près 200 000 sportifs par année d'âge. La population exposée, donc, c'est 4 millions. Et si on prend la prévalence de ces anomalies-là, on se retrouve à peu près avec 14 patients, enfin sujets, qui ont une anomalie coronaire. Et quand on prend en compte l'incidence annuelle pour la gauche et pour la coronaire droite, ça fait à peu près simplement 5 cas de mort subite par an liés à cette anomalie-là. Donc vous voyez des chiffres extrêmement bas, mais quand ça arrive, bien entendu, c'est toujours dramatique pour l'entourage. Je vous ai mis une comparaison, vous voyez, pour relativiser un petit peu, c'est ce que des fois j'explique aux parents, c'est que pour cette même tranche d'âge, en fait, il y a eu 1000 cas de mortalité par accident sur la voie publique. Donc voilà, en conclusion, donc, la prévalence, c'est à peu près 3 sur 1000. Le risque, bien entendu, le plus grave, c'est la mort subite. L'incidence individuelle est extrêmement faible, il faut bien en tenir compte. La stratification du risque individuel, une fois que vous êtes en face d'un dossier, c'est difficile. Il y a un profil de patient quand même exposé qui est assez bien défini. Et puis la question, bien sûr, qu'on évoquera à la fin de cette session, est-ce qu'il faut mieux dépister en fait ces formes-là? Voilà, je vous remercie. Tout d'abord, y a-t-il une question sur l'anatomie, sur une question particulière là, sur ce que vous a présenté Pierre? Oui, j'en vois une. Alors, il faut prendre un micro parce que j'ai noté qu'on vous en... Ah, j'aurais voulu savoir si tu fais une différence entre une coronaire droite hypoplasique ectopique ou une coronaire droite normale. Est-ce que, par exemple, si elle est ectopique, tu négliges le côté anocorde? Alors, une anocorde... Pardon? Soit ectopique ou pas ectopique, est-ce que tu fais une différence? Est-ce que le risque du coronaire, si elle est ectopique, ça suffit pour avoir un risque de mort subite? Oui, il faut qu'elle soit ectopique parce qu'on pense qu'en fait c'est le trajet en fait. Pas la longueur de l'ischémie. Non, c'est pas. En fait, c'est le trajet en fait ectopique, c'est-à-dire entre les gros vaisseaux. Et ça, il y a maintenant une certitude, si tu veux, c'est que c'est les trajets interartériels qui sont vraiment ceux à risque. Même si elle est très faible. Exactement. Parce que le chirurgien, chez nous, dit allez, c'est hypoplasique, je laisse courir. C'est-à-dire si ta coronaire droite est ectopique et de petit calibre et peu développée, c'est-à-dire raisonner un petit peu comme la maladie coronaire. On dit, voilà, il y a une cellule serrée sur une coronaire droite, elle est vraiment petite, etc., on la néglige. Autrement dit, il néglige les coronaires droites dominées. C'est ça? Le chirurgien? Non, le chirurgien, moi je l'envoie au chirurgien pour le staffer, comme on dit. La coronaire droite est hypoplasique. Mais hypoplasique, ça veut dire dominée, c'est-à-dire qu'elle donne ni l'IVP, ni le réseau rétroventriculaire. Oui, c'est ça, elle s'arrête à la fin du segment 2. Donc, une coronaire droite dominée, on ne s'en occupe pas. Autrement dit, une coronaire droite qui ne donne pas de vascularisation pour le ventricule gauche, en parlant autrement, il ne s'en occupe pas. C'est son raisonnement, donc j'aurais voulu avoir un autre avis.
Oui, parce que dans nos dossiers, il y a quelques cas en fait avec des symptomatologies, de l'ischémie, etc., avec comme tu dis, avec des coronaires droites en fait qui sont pas très importantes. Hein. C'est possible à mon avis, oui. Mais je comprends. Non, mais je comprends peut-être le chirurgien en fait. Plus c'est petit, tu sais, plus c'est difficile techniquement à traiter. Hein, donc je peux comprendre. Ce que je voudrais évaluer, c'est la mort subite. Je me moque qu'il fasse un infarctus. Pour l'instant, c'est la mort subite. Bien sûr, bien sûr. Alors ça, c'est le topo d'après. Là, on va juste en parler après pour la prise en charge, justement. Et ben, peut-être on regroupera les questions à la fin. En tout cas, à l'issue de ton topo, puis après, il y a une controverse sur le dépistage. Donc, on va regrouper les questions après ton topo. Et je m'excuse, mais pour les questions, quand vous en posez, vous allez au micro parce que les séances sont enregistrées et ce qui est parlé comme les questions à capella comme ça passe pas dans les enregistrements. Merci.